Ton burger est encore plus juteux qu'avant. Et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et de... Le fromage. Oh. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux. Vous regardez l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur NRTV et dans le retour d'Éco-Région, votre programme dédié à l'économie. J'espère que vous avez passé un bel été et peut-être que cet été, eh bien, comme beaucoup de Suisses et de Suissesses, vous avez peut-être consommé de la bière. Et c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va parler d'une brasserie glandoise avec vous, Jonathan Classen. Bonjour. Bonjour. Vous êt le cofondateur de Dive Bear, c'est comme ça qu'on doit le dire, donc une brasserie artisanale, mais également un restaurant qui a ouvert donc au secteur Gare Sud de Gland en mai 2023. On va parler de votre business avec vous. Merci d'être là. Stéphane Meyer, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes spécialiste en gestion de PME, vous êtes avec moi tous les mois donc dans Éco-Région. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser du coup à Dive Bear. Alors c'est un jeune business, on va le voir, une jeune entreprise qui vient donc de s'implémenter dans la région. Alors Dive Bear, qu'est-ce que c'est en gros ? Oui, alors Dive Bear, comme vous venez de le dire Alexandre, c'est une brasserie artisanale, c'est également un restaurant qui va d'ailleurs étendre un peu ses heures d'ouverture, on va en reparler. Brasserie artisanale qui a comme marque de fabrique un petit peu la bière artisanale locale, maximum d'ingrédients locaux, circuit court et une variété, on va voir, de bières assez intéressantes. Et avec un parcours entrepreneurial assez intéressant. Hein. Oui, on va se concentrer un petit peu sur le modèle d'affaires. Dive Bear a été lancé tout d'abord en 2016 et puis 2020, bonne nouvelle, hein, un prix qui vient féliciter l'économie et le modèle économique de l'entreprise. Et puis en 2021, avec le Covid, beaucoup de difficultés. Ils ont dû repenser complètement leur modèle d'affaires. On va se concentrer un peu là-dessus, passer d'une SARL à une SA avec une politique et un système de crowdfunding qui a été lancé. Donc ça a complètement déclenché le lancement de cette entreprise et maintenant en 2023, l'ouverture du restaurant. Alors en termes de chiffres, ça représente quoi Dive Bear ? Ça produit combien de bières et puis à quel prix ? Alors environ 10 000 litres de bière brassées par an, hein, c'est en augmentation. Un nombre de produits de 25 bières, là aussi, des choses vont évoluer un petit peu dans ces bières. Et un prix moyen de 5 francs qui est dans la moyenne des brasseries artisanales. Alors on est par rapport à de la bière industrielle quand même dans du moyen haut de gamme, mais ça reste un prix qui est tout à fait dans la moyenne de ce qui se fait au niveau des bières artisanales. On va justement pouvoir décortiquer tout ça. Et en termes de chiffre d'affaires, ça représente quoi ? Alors environ 20 000 francs de chiffre d'affaires, tout confondu. Mensuel. Hein. Mensuel, tout à fait, avec 2 employés fixes qui sont pas tout à fait à 100%, hein, on va le voir avec le cofondateur qui est ici. 6 employés occasionnels qui viennent renforcer le bar ou le soutenir au niveau de la production. Et une part de revenus de 65% sur le restaurant, 35% sur les bières. On va essayer de voir un peu comment est-ce que ces chiffres d'affaires communiquent un petit peu aussi l'un avec l'autre. Et puis on va élargir notre sujet aussi pour s'intéresser à ce que représente Dive Bear au milieu du marché suisse, qui est un marché où la bière est très présente. Hein. Oui, le marché suisse de la bière connaît de fortes fluctuations. Non seulement on est un nombre de brasseries par million d'habitants d'environ de 146, on est le pays au monde avec le plus grand nombre de brasseries par habitant. Une moyenne de 53,5 litres de bière consommée par habitant. Et on a vu une augmentation depuis 2021 de 5,7%, mais en comparaison avec les années 90, seulement 24,6%. Il faut mettre ça en perspective de l'augmentation de la population qui était très importante aussi depuis les années 90. Et puis, si on parle de l'avenir,
l'avenir de la bière, c'est ce marché qui a le vent en poupe de la bière sans alcool. Oui, on a tous connu les premières bières sans alcool il y a une quinzaine d'années qui étaient assez insipides. Il y a une énorme progression, une belle évolution ces dernières années. On voit 20% d'augmentation depuis 2010 sur la consommation de bière sans alcool, probablement une augmentation qui va continuer encore ces prochaines années. Merci beaucoup Stéphane Meyer. Rejoignez-nous donc à table pour parler donc de Dive Bear. Jonathan Classen, j'aimerais parler un peu de votre positionnement, de la manière dont vous avez voulu créer cette brasserie. On vient de voir ces chiffres. Oui. La Suisse avec le plus grand nombre de brasseurs et de brasseries artisanales dans le monde. Mais c'est ça. Alors pourquoi justement se lancer dans la brasserie artisanale ? Il n'y avait pas assez de bière sur le marché ? C'est pas ce qu'il n'y avait pas assez de bière, c'est que notre passion ne pouvait pas être contenue avec juste rester au stade de faire ça pour notre propre plaisir. On avait envie de partager ça avec d'autres personnes. On savait que même s'il y avait beaucoup de brasseries, nous on avait quelque chose de particulier qu'on voulait offrir, c'est-à-dire une offre locale, brassée avec des ingrédients bio dans presque la majorité de nos bières, et vraiment cibler comme vous avez cité Stéphane, ce modèle circulaire, de pouvoir mettre en place plus une philosophie qu'autre chose de comment est-ce qu'on pourrait faire du business un peu différent de ce qui est fait typiquement dans les brasseries un peu plus d'une taille plus grande. Alors vos bières, on a vu donc 5 francs de moyenne pour une bière de 33 centilitres. Stéphane l'a dit, c'est vrai qu'on est dans le prix moyen de gamme, on va dire, en tout cas pour une bière artisanale. Et puis une variété de 25 bières à peu près. Mais en gros, qu'est-ce que vous produisez comme type de bière ? C'est quoi la saveur Dive Bear finalement ? Oui, je pense que si on devait le résumer en un mot, c'est la diversité. On aimerait bien que quand les gens y viennent, ils vont retrouver quelque chose qui leur plaît. Ils vont peut-être aimer toutes nos bières, mais ils vont surtout trouver une ou deux qu'ils aiment vraiment beaucoup. Donc on a quelques bières phares, évidemment, qui sont des bières qui peuvent répondre au plus grand nombre des palais, donc les styles, les bières au froment, les bières, les IPA, on va en parler peut-être tout à l'heure, et d'autres bières qui sont plus faciles d'accès pour les gens qui ont l'habitude de boire les bières industrielles. Ouais. Ils vont se rapprocher à nos bières, ils ne vont pas trouver ça trop différent, mais quand même assez intéressant pour qu'ils aient envie de plonger un petit peu plus dans notre gamme des différents styles de bière. Vous avez donc choisi un peu la diversité de vos produits pour répondre à tous les besoins. On constate qu'il y a quand même une majorité d'IPA dans votre gamme. Oui. C'est parce que c'est ce qui vous plaît. Oui. Rechercher la bière de caractère comme celle-ci et ouvrir quand même la gamme au reste des personnes. Oui, on a effectivement l'IPA, le India Pale Ale, donc c'est un style de bière qui est très houblonné. Et à haute fermentation. Oui, c'est ça. Toutes nos bières, à l'exception d'une ou deux, sont à haute fermentation. C'est un peu la méthode qui permet aux brasseurs indépendants de le faire sans des énormes moyens technologiques ou autres. Et les IPA, en fait, même dans le style IPA, il y a différents styles. Nous en avons un qui s'appelle Abruti. Donc, il ne faut pas se foncer par le nom. Mais en fait, c'est un jeu de mots avec toutes nos bières. Il y a un jeu de mots, il y a une histoire derrière. C'est un brut IPA. Donc, brut IPA abruti. Donc, c'est une IPA qui vous donne tous ces côtés aromatiques, des agrumes puissants, des fruits exotiques, mais il y a moins d'amertume. Donc, du coup, les gens qui aiment ce côté aromatique des IPA, mais qui sont peut-être moins fans de l'amertume, ils peuvent se retrouver avec ce style. Alors, voilà pour le produit et la diversité de gamme, mais ce qui est intéressant quand même dans votre modèle d'affaires, c'est qu'il y a cette brasserie, certes, il y a ces bières, mais il y a ce restaurant qui a ouvert ses portes là cet été. Alors, pourquoi avoir choisi d'avoir ces deux business en parallèle ? Je pense qu'ils se marient très bien parce qu'on a envie que les gens y viennent, qu'ils restent et quoi de mieux pour rester que de manger quelque chose, de partager la convivialité de la bière avec la convivialité de la nourriture. Et c'est un modèle qu'on a un peu copié des Amériques, de l'Amérique du Nord parce que des brasseries. Donc vous êtes originaire d'ailleurs, oui, c'est ça. Qu'on entend à votre accent. On peut l'entendre si on devine. Et là-bas, en fait, les brasseries se sont rendues compte qu'en ouvrant leurs portes et en laissant les gens déguster sur place à la brasserie, ils avaient un marge qui était beaucoup plus intéressant. Mais bon, pour que les gens y restent et pour qu'on puisse aussi associer des produits locaux, qui est dans notre modèle, avec nos produits, il fallait qu'il y ait un restaurant sur place. Stéphane Meyer, justement, ça pose plein de questions, j'imagine, en termes entrepreneurial, parce que c'est pas le même métier, en fait, brasseur et puis restaurateur. C'est pas le même métier, c'est pas les mêmes licences ou patentes éventuelles qu'il faut regarder. Donc là, vous avez peut-être dû être soutenu aussi dans la création de ce restaurant. Hein. Vous êtes un brasseur, pas forcément restaurateur. On n'est pas seul, on est toute une équipe
d'Ivebear, donc moi je suis un des cofondateurs, mais il y a David Schottlander, l'autre cofondateur, qui a effectivement suivi les cours de la patente, le permis d'établissement pour le veau, mais on est aussi épaulé dans notre équipe par d'autres personnes qui nous amènent ces compétences. Et depuis l'ouverture du restaurant, vous diriez que vous avez pu augmenter le potentiel ou le chiffre d'affaires. Oui. Grâce à cela, non seulement vous vendez sur place, Oui. mais vous faites connaître à des gens qui vont ensuite commander. Oui. Donc, est-ce que vous avez déjà un peu de recul? Vous arrivez à vous dire, le restaurant nous a permis de gagner 100, 200, 500 clients, 1000 clients ces derniers mois? J'aimerais bien 1000 clients. Non, mais depuis, donc on a ouvert au mois de mai, effectivement, sans le restaurant, c'est clair qu'on a des gens qui viennent maintenant, qui prennent l'habitude de manger le soir. À partir de demain, on ouvre à midi, donc on aura un plat du jour, viande et végétarienne. Donc il y a de la demande, donc oui, on élargit l'offre. On veut grandir, c'était toujours notre volonté. Et en fait, on a connu, évidemment, je pense qu'avec toute nouvelle business, il faut faire de la pub, donc il y a de plus en plus de monde qui passe. Et on espère que les gens, ils viennent pour la bière, ils restent pour la nourriture. Et peut-être éventuellement, ils viendront pour la nourriture pour découvrir des nouvelles bières aussi. Quel est un petit peu le ratio dans la vente de bière entre ce que vous vendez en direct en magasin, oui, sur le site internet, oui, ou bien en restauration, donc ça c'est un peu vos canaux de vente à vous, oui, ou bien ce que vous vendez via des canaux de distribution externe? Je crois que vous avez à peu près 6 ou 8 points de distribution ailleurs. On en a peu pour l'instant, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à répondre à toute la demande, on ne voulait pas décevoir des nouveaux clients. Maintenant qu'on a un nouvel système de production qui nous permet de faire des brassins à 1000 litres chaque brassin, on peut petit à petit élargir. Par contre, si on regarde les marges, c'est plus intéressant de distribuer directement aux clients. Donc, on a vu ça dans les chiffres, 65% des ventes sur place. On a un petit magasin sur place, les gens ils peuvent aussi acheter à l'emporter. Le site web, ça n'a jamais pris feu, donc on a du travail à faire pour que ce canal de distribution soit un peu plus performant. La gamme sur le site web est beaucoup plus restreinte. Hein. On voit 5 bières sur le site web, alors que vous en avez 25 en magasin. On n'a pas 25 maintenant, c'est le nombre qu'on a déjà commercialisé maintenant. Avec au le total, temps, ce que vous avez déjà produit. De plus en plus, exactement. Après, on a les canaux de distribution, mais on a toujours travaillé vraiment dans le local. Le Théâtre du Grand Champ, c'est notre premier client parce qu'on veut fournir des bières pour leur chouette spectacle qu'ils ont. Donc, du coup, on a toujours privilégié les points de distribution plutôt locaux que d'aller très loin. On va reparler justement de cette implantation locale qui est aussi, qui fait partie de la recette de votre succès. Mais parlons de ce parcours, parce que là où c'est intéressant peut-être pour certains ou certaines entrepreneurs qui nous regardent et puis qui se demandent comment est-ce qu'on fonde un business local et puis peut-être se lancer dans la bière. Mais alors, c'est vrai, vous vous êtes lancé en 2016, on a vu, avec cette idée de brasserie artisanale dans le ancien hangar de la chocolaterie Lindt. Et puis, il y a eu, c'est intéressant, cet échec en 2021, échec. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais parce qu'il y avait un problème, je crois, de local que vous n'avez pas réussi finalement à louer. Mais à ce moment-là, je crois que vous avez tout remis en question, vous avez dû repartir de zéro. Hein. Comment on fait? Plus ou moins, oui. Il faut, dans le business, je pense qu'il faut vraiment être ouvert à l'idée de ce fameux pivot. Donc, lorsque les situations ou les données qu'on est en train de constater vous disent quelque chose, il faut écouter, il faut voir s'il y a d'autres options. Effectivement, pendant le COVID, on avait envie de reprendre un restaurant et de faire notre brasserie dans ce restaurant. Mais le projet s'est tout simplement avéré trop cher. Il y avait de l'amiante dans les murs, il fallait casser les murs. On n'arrivait pas à avoir assez d'intérêt et de financement, finalement, pour le faire. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Où est-ce qu'on pourrait faire ce concept pour avoir un coût qui soit moindre? C'est de là où est venue l'idée de mettre la brasserie dans les conteneurs. À l'époque, on se dit, si on a nos propres conteneurs, c'est pas trop cher. On peut trouver un espace pour mettre ces conteneurs, pour mettre un bar-restaurant avec les conteneurs. L'idée de faire une campagne de crowdfunding, est-ce que la volonté de transformer la SARL en SA est une conséquence finalement de cela, ou est-ce que vous avez d'abord transformé la société, puis après vous avez dit, on va aller chercher de l'argent, on va lever une campagne de... C'était plutôt une conséquence parce qu'on savait qu'avec David et moi, on avait déjà mis toutes nos heures, toutes nos économies. Il nous restait plus grand-chose, mais il fallait qu'on soulève 500 000 francs pour réaliser le rêve d'Ivebear. Donc, on savait qu'on peut seulement solliciter des actionnaires avec un SA. Ce n'est pas possible avec un SA juridiquement parlant. Vous êtes peut-être plus formé dans le milieu que moi, mais en tout cas, on s'est dit, si on a ce statut de société, ça nous permettra en fait d'être assez proactif et chercher des investisseurs.
et surtout des investisseurs glandois. Stéphane Meyer, ça arrive souvent, justement, ce type de revirement de SARL en SA pour les jeunes entrepreneurs? On voit que depuis quelques années, en tout cas depuis l'émergence du crowdfunding, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, c'est des modèles d'affaires qu'on voit de plus en plus dans des secteurs d'activité. On a de l'horlogerie, on a d'autres secteurs industriels, ou des startups qui, au moment de la levée de fonds, vont aussi se développer en SA. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit. Dans le secteur de la bière, on n'en connaît pas beaucoup. Dans le secteur du vin, on l'a beaucoup vu. Des bars à vin qui ont fait ce type de levée de fonds. Dans le secteur de la bière, un petit peu moins. C'est ça qui est intéressant. Et puis, la question que je me posais, c'est 500 000 francs, est-ce qu'ils ont été atteints? En combien de temps? Ils ont été atteints. Donc à 500 francs au bout. C'est 500 francs l'entrée, je dirais, pour devenir actionnaire. La cotisation de base. On a dû soulever 500 000 francs, mais les gens ils pouvaient effectivement devenir actionnaires à partir de 500 francs. On voulait que le montant soit, c'est pas non plus bon marché, mais on voulait que le montant soit abordable à tout le monde. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus d'une centaine d'investisseurs, dont le 90% des investisseurs se trouvent à Gland ou à 5 km de Gland. C'est vraiment des gens, des Glandois qui ont investi, qui ont dit j'ai confiance dans votre projet, j'ai envie d'être votre copropriétaire. Comment vous avez fait pour convaincre justement? Parce que quand on part de rien, excusez-moi, mais quand on n'est pas connu, comment est-ce qu'on fait pour convaincre? C'est grâce au marché de Gland hebdomadaire. Je pense qu'on est là depuis 5 ans. Donc, les gens, ils savent qu'on est quand même des personnes sérieuses. En tout cas, on est sérieux au marché parce que depuis 5 ans, on est là tous les mercredis. Les gens, ils connaissent nos produits. On a commencé à leur en parler. Donc, c'est parmi ce réseau, je dirais, des gens qui fréquentent le marché, qui ont, eux, devenus les premiers actionnaires. Et par la suite, c'est vraiment de la bouche à l'oreille parce qu'on n'a pas fait des énormes campagnes de pub. C'était vraiment, les gens, ils sont venus à Donc, l'intérêt vraiment de s'implanter localement, en fait. C'est ça aussi. Ça a porté vraiment ses fruits. Oui, c'était présent régulièrement auprès des gens. Oui. Et puis, quelle plateforme de crowdfunding vous avez choisi et pourquoi? Parce que c'est souvent une question qu'on se pose, You Make It ou d'autres, We Make It ou d'autres plateformes de ce type-là. Vous avez choisi laquelle et pourquoi? En fait, on a fait 2 campagnes de crowdfunding. On a fait un premier lors de l'échec et ça, c'était juste nous-mêmes par rapport à notre web store où on a fait quelque chose. On a soulevé 50 000 francs dans l'espace de 2 semaines. Mais comme on n'a pas réussi notre objectif, on a rendu la moitié et les gens qui voulaient nous suivre, ils sont devenus par la suite des actionnaires. Ils sont restés pour la campagne bière à vie. Le deuxième, on a fait avec Yes We Farm. Et cela, c'était aussi un échec, mais en fait, c'était une campagne où il fallait mettre un objectif, et si on n'atteignait pas l'objectif, on n'a rien reçu. Donc Mais de toute façon, on avait fait une chouette vidéo, et ça a aussi nous aidé à faire connaître et trouver. Donc l'importance de maîtriser aussi les canaux sur le web et les réseaux sociaux. Stéphane Meyer, le crowdfunding, c'est une recette à succès, ça? C'est très prisé par les jeunes entrepreneurs, ça marche? Alors, il n'y a pas de garantie de succès, évidemment, sur cela. Par contre, ça peut être intéressant parce qu'en menant une campagne de crowdfunding, comme on vient de l'entendre, non seulement ça fait connaître, mais automatiquement, ça fidélise déjà une partie de la clientèle. C'est-à-dire qu'on croche automatiquement 50, 100 ou 1000 clients qui vont nous suivre, qui vont nous relayer, qui ont aussi à cœur que l'entreprise réussisse, donc qui deviennent aussi une force de vente par conséquent, une plateforme publicitaire à eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un mode qui est intéressant. Il faut par contre se méfier des méthodes de gouvernance après dans l'entreprise parce qu'on ouvre un actionnariat et donc il y a aussi des attentes de cet actionnariat. Ici, je voulais aussi qu'on prenne quelques mots pour discuter de quels sont les retours. On voit que à terme, vous allez reverser des dividendes aux actionnaires. Honnêtement, je ne pense pas que c'est ce qu'ils attendent. Je pense qu'ils veulent plutôt l'abonnement, avoir une petite bière tous les mois, découvrir et autres. Mais est-ce que l'objectif pour vous, il est d'être une véritable SA et avoir des actionnaires et reverser les dividendes chaque année? À terme, oui, exactement. Effectivement. Et pourquoi? Parce que l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut déjà faire toucher le break-even. Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi le break-even, pardon? C'est la rentabilité des investissements qui ont été faits. Donc non seulement il faut couvrir tous les investissements, et puis toutes les charges aussi variables qu'il peut y avoir au quotidien. On va peut-être en parler rapidement avec l'augmentation, par exemple, des prix de l'électricité. S'il n'y avait pas eu cette augmentation, peut-être que fin 2023, M. Claassen aurait pu verser les dividendes. Là, probablement, ça va un peu grappiller la marge. Ça ne sera pas le cas pour l'année 2000. Bon, on est au lancement, on a vraiment commencé les opérations au mois de mai, donc on est en train de monter, on grandit les heures d'ouverture. Et puis, à terme, oui, on a des projets pour grandir par la suite, mais le principe, c'est assez simple, c'est produire la bière sur place,
avoir un canal de distribution sur place. Après, est-ce qu'on peut faire en sorte que ça marche ailleurs? On verra par la suite. Je pense que oui, mais on prend étape par étape. Donc pour vous, un succès, cette campagne de crowdfunding. En tout cas, même si elle n'a pas atteint l'objectif, ça a permis de faire connaître et quand même de lever des fonds internes. Exactement. Vous êtes encore en recherche d'actionnaires aujourd'hui? Il reste un chouïa de place, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, mais on est presque au bout de ce qu'on cherchait dans le financement. Super, bravo en tout cas. Alors, parlons peut-être du marché de la bière en général. Justement, on se disait, aujourd'hui, il y a énormément de brasseurs, de brasseries amatrices, professionnelles. Il y a 146 brasseries par million d'habitants. Stéphane Meyer l'a dit au début, la Suisse, c'est le premier pays à avoir autant de brasseurs par habitant. Du coup, comment est-ce que... la première question que j'aimerais vous poser, Jonathan Claassen, c'est comment est-ce qu'on arrive en fait, à se démarquer là-dedans et puis surtout à faire face, parce qu'on a l'impression que ça fait beaucoup de concurrence finalement, toutes ces brasseries. C'est vrai. Alors, se démarquer, je pense que ça commence par le local, parce qu'on peut toucher les gens avec lesquels on est le plus proche. Donc, nous, on veut toucher du local. Évidemment, on a des bières qui sont bio dans l'ensemble. On a des bières qui vont... On n'aura jamais fini de brasser des nouvelles bières. Donc, du coup, c'est de nouveau la diversité, la découverte. Et les gens cherchent, en fait, cette diversité aussi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans la bière artisanale, il y a ce côté... on va aller chercher justement la diversité et puis la nouveauté sans arrêt, c'est ça? Oui, ça fait partie. On peut pas toujours... Il faut aussi des gens les produits qui sont des produits phares. Mais oui, bien sûr, il faut d'abord, c'est une expérience, c'est de la découverte, c'est aussi des événements, c'est la nourriture, c'est plein de choses qui vont se passer. Donc, c'est vraiment l'expérience d'Albert où la bière, ça fait partie intégrale de ce qu'on cherche à créer, mais c'est l'ingrédient clé, mais après, on a plein d'autres choses. Quand vous faites autant de nouveautés, ça met quand même un peu de temps, parce qu'une recette, pour qu'elle soit mise en œuvre, surtout la stabiliser, pour garantir une continuité, ça peut prendre plusieurs mois, presque une année parfois, pour avoir une bière on est sûr d'avoir une recette qui tienne bien la route. Ça, c'est vrai. Je pense que les gens, ils sont indulgents avec nous et un peu patients aussi. Bon, ça fait depuis 2016 qu'on développe ces recettes, donc on a un petit peu d'expérience, mais c'est vrai qu'on n'aura jamais fini d'apprendre dans ce métier. Il y a plein de choses. Et ça ne va pas être mauvais. Ça va peut-être pas ce qu'on cherche à faire. Effectivement, il va falloir qu'on le rebrasse, qu'on retravaille la recette. Mais je pense que le charme de la microbrasserie, c'est qu'on a ces petites différences entre brasseries qu'on n'a peut-être pas goûté avant, où on voit un petit peu un angle un peu différent par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Pour autant, il y a quelque chose qui est quand même intriguant dans les chiffres qu'on voit justement là à l'écran. C'est qu'à la fois, on a l'impression que le nombre de brasseries ont explosé en fait ces dernières années, qu'aujourd'hui c'est énorme, le nombre de brasseurs en Suisse. Mais de l'autre côté, on voit aussi que la consommation depuis les années 90, par habitant, la consommation de bière, en fait, a chuté quand même de près de 25%. Donc on peut se dire, c'est étrange de se lancer en fait dans ce marché de la bière, parce que d'un côté, on a l'impression que c'est très concurrentiel, et si on analyse l'autre chiffre, on a l'impression qu'il y a peut-être moins de demandes. En fait, c'est trompeur, ces chiffres. C'est trompeur. Je pense que ce qui manque dans ces données-là, c'est de voir une table qui montre la volonté de consommer qualité. Et je pense que cette volonté et les gens, ils sont prêts à mettre un prix plus fort pour avoir quelque chose de bon et de savourer ces expériences. Peut-être après Covid aussi, on a une autre perspective par rapport à ça. Donc on boit moins de bière, mais on boit mieux. D'accord. Et je pense que le boire mieux, c'est une corrélation assez directe avec les bières artisanales. Il est difficile de trouver les chiffres de répartition entre les très grandes maisons, les géants qu'on connaît en Suisse, et les quelques centaines de brasseries que l'on a, quasiment 500 brasseries en Suisse. On peut estimer les parts de marché des petites brasseries artisanales à 10%. 15%. Si on arrive à 10, on est vraiment bien, parce que quand je suis venu en Suisse en 2004 déjà... C'est 2-3%. Oui, c'est ça, donc ça a triplé donc, dans l'espace de 20 ans à peu près. Donc ça, c'est plutôt le trend très positif. Maintenant, est-ce que ça peut continuer à évoluer dans ce sens? Je pense que ça va rester peut-être avec une croissance peut-être pas aussi dramatique. Il y a des petits brasseurs qui vont faire ça comme une passion, mais à bout d'un moment, ils s'arrêtent. Il y en a d'autres, il y a des chouettes, même brasseries à gland. On n'est pas les seuls à gland. Donc, Mais comment on arrive justement à se professionnaliser? Parce qu'il y a tellement de brasseries, il y a tellement de brasseurs en fait amateurs aussi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que Dive Bear, par exemple, n'est pas considéré comme une brasserie artisanale amatrice
mais qu'on passe au cap supérieur de la professionnalisation. Oui, je pense que peut-être une des définitions possibles, c'est lorsqu'on peut gagner un peu d'argent avec sa brasserie. Parce que je pense que la ligne, elle est très grise entre ceux qui font ça comme une passion. C'est pas trop difficile d'avoir une taille qui vous permet de vendre à une certaine quantité, mais ça ne sera jamais suffisant pour toucher un salaire. Donc, je pense que les brasseries professionnelles sont celles à partir du moment où il y a quelqu'un qui peut commencer à gagner un peu de. C'est l'objectif d'Iceberg aussi, c'est de Oui. vraiment croître encore, se développer. On a quelques success stories aussi dans la région. On connaît à Lausanne la bière Boxer, qui est devenue maintenant une énorme bière, ou la BFM plutôt chez nos amis Neuchâtelois-Jura, je ne vais pas dire de bêtises. Au fait, ou quelques marques valaisannes également. C'était des petits brasseurs qui sont devenus des grands brasseurs. Et par contre, les grands groupes lorgnent un petit peu et peut-être vont acquérir. Vous, votre objectif, c'est vraiment de rester indépendant. On veut rester indépendant. On a beaucoup d'espace pour grandir, mais notre modèle est un peu différent. Dès qu'on a atteint une certaine taille, il faut distribution, camion, il faut un investissement encore plus important que le nôtre. Il y a une étape, une marche qui est très haute à passer au moment où on veut vraiment se professionnaliser. Ça, l'objectif, c'est 2026. Mais notre concept, c'est de faire dans la durabilité. Donc, on voit ces 3-4 prochaines années où nous sommes sur la longueur sud en étant l'opportunité, la chouette opportunité qui nous a accordé la ville de Gland. Donc ce nouveau quartier qui a été rénové avec des travaux. De prouver que ce concept peut marcher, que ce modèle d'économie circulaire peut marcher. Une fois qu'on fasse preuve, je pense que là, on a plein d'autres idées pour les prochaines étapes. On va peut-être en reparler dans le futur, j'espère. Parce que c'est un lieu temporaire. On sait que le quartier va encore se construire. Il y a encore des nouveautés qui vont arriver. À un moment donné, Dans les 3-4 prochaines années, vous devrez déménager probablement les locaux. Ce sera l'occasion de faire le bilan et peut-être d'investir sur quelque chose. De nouveau, ce pivot, on aura appris plein de leçons. On a d'autres idées déjà en tête. On ne va pas en parler maintenant, mais je pense que le futur... Mais toujours rester à Gland ou pas ? Oui, on aimerait bien, oui. Ça reste glandois. Nous sommes des voisins et nos familles sont là, donc le business, il est là maintenant. À voir s'il ne peut pas y avoir d'autres antennes de Daiber à Nyon. Rapidement, Jonathan Claassen, il y a d'autres enjeux aussi qui se posent à vous. Stéphane Meyer vient d'en citer un avec ce potentiel déménagement. Mais là, à court terme, il y a deux choses. Il y a l'augmentation du coût des céréales, pour produire la bière, et surtout l'augmentation du coût de l'énergie. Aujourd'hui, à quel point est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Et surtout, à quel point est-ce que c'est quelque chose qui, potentiellement, se répercute sur votre marge, en fait ? D'abord, qu'est-ce que ça représente dans le coût de revient, déjà, de votre... Oui, c'est une bonne question. En fait, oui, pour les prendre dans l'ordre, si je me rappelle, le coût de l'énergie a beaucoup augmenté cette année. Et donc, pour nous, pour un brassin, on a calculé à peu près 400 francs par brassin pour l'électricité, parce qu'on chauffe à l'électricité notre eau. Il faut monter 2000 litres d'eau à l'évolution, par exemple, donc ça prend pas mal de jus. Le coût des céréales aussi, c'est en train de monter, peut-être pas autant que l'énergie, mais c'est clair qu'on a besoin de prendre ça en compte. On avait déjà pris ça en compte par rapport à nos prix actuels, donc on n'a pas besoin à ce stade de voir à la hausse les prix. Si ça continue l'année prochaine, évidemment, on va devoir voir si on peut monter un peu les prix pour garder les mêmes marges. Mais nos coûts de bière, avec le modèle, quand on enlève la distribution et on distribue en direct, c'est toujours le modèle le plus intéressant. Donc, c'est là où on est assez rassuré à ce que si on peut même faire plus en direct, on le fera. Après, ce qu'on peut faire au tiers, c'est la complémentarité au business et on peut croître ça aussi. Oui, l'intérêt d'avoir plus de canaux de distribution, c'est bien pour se faire connaître. C'est bien quand on a beaucoup de volume à liquider. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de l'intérêt à le faire. Des moments où vous allez peut-être augmenter la capacité de production, c'est là que vous allez réfléchir. On est en train de le faire, donc, mais on privilégie nos clients, on travaille avec différentes entreprises, pour ne pas citer les noms glandois, et on va essayer de continuer ces partenariats avec eux, et tout en allant vers cette croissance. Pour terminer, un petit mot quand même sur la bière sans alcool. Oui. On l'a vu, le chiffre, 20% d'augmentation de la consommation de bière sans alcool en Suisse depuis 2010, donc en 13 ans. C'est énorme. Oui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un marché porteur pour vous. En fait, c'est une bonne nouvelle. Là, on a parlé de peut-être quelques mauvaises nouvelles, mais ça, c'est une bonne nouvelle et c'est quelque chose que vous développez. Oui, on va brasser prochainement notre première édition de bière avec peu d'alcool. On ne va pas dire sans alcool. Donc il n'y en a pas qui existent aujourd'hui encore chez vous? Pas chez Daiber. Ouais, on en vend de nos partenaires, d'autres brasseries qui en font de très bonnes. Nous, on va faire le nôtre. Donc on a cette offre, mais on va faire notre
notre bière sans Parce que la complexité est différente dans la production, c'est pas tout à fait la même façon. Oui, il y a différentes techniques. Il y a des techniques qui coûtent cher, il y a d'autres techniques qui sont moins chères, donc on va cibler les techniques l'extraction moins chères. d'alcool. En fait, pour faire de la bière, qu'est-ce qui donne l'alcool? C'est le teneur en sucre dans le mou de bière. Si on met moins de sucre et avec une levure qui ne va pas être aussi gourmande, elle va manger moins de ce sucre et produire une bière avec peu d'alcool. C'est ça notre méthodologie pour le faire. Mais bon, le challenge, Stéphane Meyer le disait tout à l'heure, c'est qu'elle soit bonne, cette bière sans alcool, parce qu'il y a quand même la réputation ces dernières années. Pour expliquer ça, les anciennes bières sans alcool, ils faisaient de la distillation. Donc, ils prenaient une bière finie, ils ont distillé l'alcool. Et donc, le processus de distillation, ça détruit beaucoup de caractéristiques olfactives et gustatives. Donc, on était laissé avec quelque chose qui ressemblait au niveau goût, au niveau CO2, enfin, au niveau couleur CO2, mais le goût, c'était manquant. Ouais. Donc, prochainement à retrouver une première bière sans alcool chez Dive Bear. Et puis, on l'a dit, ces horaires d'ouverture qui vont passer maintenant aussi sur le midi pour le restaurant qui sera ouvert. Passez nous voir avec grand plaisir. Voilà, donc au secteur Gare Sud, à Gland. Merci beaucoup, Jonathan Claassen, de nous avoir parlé de votre business et de votre succès donc de cet entrepreneuriat. Stéphane Meyer, merci beaucoup. Merci Alexandre. On se retrouve le mois prochain avec donc un nouvel invité, une nouvelle invitée pour parler de business et d'économie dans la région du Distrignon. Merci beaucoup, c'était Éco-Région sur NRTV. À bientôt et belle soirée. Vous avez regardé l'émission Éco-Région en collaboration avec Romandie Formation et son brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME. Déjà près de 400 leaders formés dans 30 secteurs différents partout en Suisse romande au sein de 4 centres de formation. Pour en savoir plus, rendez-vous sur romandieformation.ch. Ton burger est encore plus juteux qu'avant et les petits pains encore plus dorés. Le tout fraîchement préparé pour toi et servi à table bien chaud. Tout ça pour que tu manges ton burger et le fromage. Le cheeseburger royal, plus chaud, plus juteux, plus savoureux.